bienvenue à tous sur Eau-de-Zone TV. Nous nous trouvons aujourd'hui à l'hôtel de région de Marseille à l'occasion d'une journée organisée par Arsenic PACA et nous recevons aujourd'hui pour ce premier Open Plateau alors Stéphane Delahaye d'Arsenic PACA. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Donc oui, je suis Stéphane Delahaye, je suis le délégué régional d'Arsenic. Alors tout de suite, pour bien préciser les choses, cette journée a été organisée par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et nous sommes associés et partenaires volontaires et particulièrement impliqués sur cette journée. Cette journée-là, en fait, fait suite à une journée qui a été organisée en février 2011 qui initiait une dynamique dans le cadre du réseau ERIC, donc les espaces régionaux Internet citoyens. L'idée était de redéfinir ce dispositif qui avait à peu près 10 ans en disant comment ensemble on pourrait construire une nouvelle forme d'ERIC. Donc pendant à peu près 2 ans, du coup, on a travaillé tous ensemble à l'invitation de la région, mais aussi de notre propre chef, à essayer d'imaginer un petit peu tout ça, parce qu'on se rendait bien compte que voilà, le monde de la médiation numérique avait changé, que les enjeux étaient différents, les acteurs étaient différents. J'ai un peu tendance à dire que les espaces publics numériques sont un peu le canal historique de la médiation numérique, mais qu'à côté de nous, d'autres ne nous ont pas entendus pour avancer sur cette médiation, et on en parlera peut-être, on parlera des Fab Labs, du coworking, des Media Labs, etc. Voilà, d'autres dynamiques qui sont arrivées et qui petit à petit sont en train de se retrouver au sein d'une grande famille de la médiation numérique et qui se cristallisent à travers ce qu'on appelle les tiers-lieux. Dans les changements comme ça d'objectifs qu'on a pu ressentir dans les ERIC, c'est en fait la pression de d'autres pratiques, enfin pas la pression, mais l'émergence d'autres pratiques et de peut-être dans le milieu professionnel, peut-être à l'école aussi, il y a comme des changements qui sont opérés. Quels objectifs, quels enjeux du coup sont dessinés avec ces autres pratiques? Parce qu'il y a aussi tout l'enjeu des réseaux sociaux aujourd'hui qui, en 10 ans, a complètement explosé. C'est aussi une autre pratique. Quels enjeux sont vraiment redessinés avec toutes ces pratiques? Effectivement, le Web 2 est à l'image de cette modification-là. On peut dire que d'une certaine façon, on avait des EPN un peu 1.0 qui luttaient contre la fracture numérique avec un grand F et un grand N, où on partait du principe que les gens n'avaient pas nécessairement d'ordinateur, n'avaient pas de connexion Internet et ne savaient pas l'utiliser. Donc on a répondu quand même à cette commande. Il ne faut pas non plus ringardiser cet usage-là, qui répond toujours à une demande. Il y a toujours des gens qui viennent nous voir en disant « je ne sais pas me servir d'un ordinateur, de ma tablette, de mon téléphone, etc. etc. » Il ne faut pas vraiment du concret, donc l'accessibilité, le matériel. Mais à côté de ça, on est plutôt rentré maintenant dans des logiques d'usage numérique. Voilà, et ça devient déjà plus intéressant. C'est plutôt des communautés qui viennent nous voir en nous disant tiens, on a fait notre maquette audio avec les moyens du bord. Est-ce que vous pouvez nous filer un coup de main à passer un peu à l'échelle, à le diffuser? Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver 3 sous sur une plateforme de crowdfunding? Est-ce que voilà, je suis militant par exemple, je suis dans une amicale de locataires, ça m'est arrivé encore la semaine dernière, qui me dit voilà, j'aimerais créer un groupe sur Facebook parce que y en a marre, la mairie elle fait pas le boulot, il faut absolument qu'on milite, sauf qu'on ne sait pas du tout utiliser les réseaux sociaux. C'est quoi les enjeux derrière, etc. Donc on est vraiment bien sur des logiques communautaires et des logiques vraiment d'usage numérique et pas seulement de réponse aux fractures numériques. Voilà. Et à côté de ça, on pourrait parler des heures de tous les nouveaux usages autour de la réappropriation technologique, réappropriation citoyenne, autour de la consommation collaborative, tous ces enjeux de société qui prennent, on va dire, une autre envergure parce que aussi l'effet de crise et de mutation de société arrivent. Peut-être des choses qui auraient pris beaucoup plus de temps à s'immiscer au sein de la société si on avait pu cette période de mutation et de crise. Mais voilà, on est bien sur une nouvelle demande autour des usages numériques au sens le plus large du terme, tout en, et je tiens, et parce que je représente un réseau d'espaces publics numériques, sans ringardiser pour autant des usages un peu traditionnels de « je ne sais pas me servir d'une tablette, on me l'a offert, on m'a offert une tablette, qu'est-ce que j'en fais ?» Oui, et au-delà de l'outil, il faut aussi s'interroger sur l'intérêt. Et du coup, il y a certaines peut-être populations qui s'excluent en fait directement de ce genre de nouvel outil, alors qu'au contraire, il y a des usages qu'elles pourraient appliquer. Et, comment on met en place justement, comment on dit à ces populations qui s'excluent ou qui sont exclues, c'est possible, qu'elles ont droit et que ça peut leur servir et comment on arrive à susciter un peu l'intérêt sur, par exemple, comme ça, hein, mais sur une génération peut-être plus vieillissante en plus, qui est un problème qui va se poser de plus en plus aussi. Comment on peut susciter l'envie, comme diraient certains.
Si j'osais un rapprochement avec les théories du marketing, on est dans un champ, finalement, où le champ des possibles est immense. Le champ des possibles du numérique est monumental. Et personne, même autour de cette table, est capable de dire « je connais l'ensemble des usages du numérique ». Mais on est dans un secteur où, en gros, c'est l'offre qui va révéler la demande. Il y a un besoin de communiquer, besoin d'échanger, besoin de réparer, différents types de besoins, mais on ne se dit pas « tiens, ça peut être une demande », parce qu'on n'imagine pas que c'est possible. C'est à partir du moment où le champ des possibles est révélé que d'un coup le besoin se transforme en demande. Ah, me dit, ah oui, je peux descendre en bas de la rue, je peux identifier par exemple un Fab Lab qui va m'aider à réparer mes objets de la vie quotidienne. Je vais trouver un espace où je vais pouvoir travailler sans avoir à me déplacer, à faire 50 bandes par jour pour aller bosser. Je vais trouver un espace de coworking. C'est à partir du moment où l'offre sera révélée qu'on pourra éventuellement concrétiser ça en demande. Là, pour l'instant, on est plutôt sur des communautés qui sont assez en pointe. On parle d'insiders, on a des gens qui connaissent un petit peu, qui ont un peu une sensibilité. Là, maintenant, il faut qu'on aille encore plus loin et qu'on aille chercher aussi ces autres communautés-là qui sont un petit peu cachées, effectivement. Et voilà, à partir du moment où ce sera suffisamment révélé, on pourra à ce moment-là concrétiser ça en demande. Alors, ça me fait penser peut-être à la question de l'intérêt aussi de travailler avec tout le tissu associatif et culturel. Ils sont peut-être des acteurs qui sont ancrés localement et qui peut-être sont à même de toucher ces populations-là. Tout type d'acteurs. On part du principe qu'en gros, c'est un peu tarte à la crème, c'est facile à dire, mais le numérique est partout. Donc, du coup, le numérique est nulle part. À partir du moment où il est partout, il est nulle part. Donc il est impalpable. On a du mal à le voir, on a du mal à le concrétiser. Et du coup, si on part du principe qu'il est partout, il faut aller chercher tout le monde. Voilà. Ce que rappelait le président d'Arsenic ce matin, c'est que quand on parle de e-inclusion, on a tendance à parler des personnes qui sont les plus éloignées, les plus en difficulté, etc. Non, non, on a tous des problèmes d'e-inclusion. Tous, même moi, il y a des moments où je bute sur quelque chose. J'ai des problèmes d'e-inclusion. Donc comment on règle comment en gros on va voir toutes ces personnes-là en mobilisant le tissu associatif, en mobilisant les militants, les syndicats, on va mobiliser aussi voilà, tout le tissu entrepreneurial aussi, pourquoi pas, les auto-entrepreneurs, voilà, mobiliser absolument tout le monde, parce que ça concerne tout le monde. Il faut arrêter de croire que c'est juste les personnes qui sont les plus en difficulté, qui ont des difficultés sociales ou économiques, familiales, etc., qui sont celles qui ont le plus de problèmes numériques. Non, non, ça concerne tout le monde. Je peux vous citer de nombres incroyables de cas d'artisans qui se font avoir en achetant des logiciels de comptabilité à des prix exorbitants, alors qu'en fait, ils auraient besoin juste d'une feuille de calcul. Mais parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les réseaux, ils ne savent pas qui peut les aider, etc. etc. Donc on a vraiment, quand je dis c'est l'offre qui va révéler la demande, on est bien sur cette dimension-là. C'est comment on s'expose et comment on ramène des communautés à nous en leur disant, ben voilà le champ des possibles. C'est du service à la personne 2.0, quoi. Alors, vous parliez d'entrepreneuriat, auto-entrepreneuriat. On va passer la parole à Emmanuel Mayoun, qui est donc auto-entrepreneur. Et je vais vous laisser vous présenter. Donc, je m'appelle Emmanuel Mayou, je suis médiateur numérique indépendant. Et pour le coup, si je rebondis aussi sur ce qu'a dit Stéphane, qui a parlé de cette évolution de la médiation numérique, moi, ça me donne envie de parler de l'évolution des médiateurs numériques et des animateurs multimédia, évidemment, de ceux qui font aussi cette médiation. Et puis, Johan, par ailleurs, pourra parler quelque part de l'après-EPN. Mais moi, j'ai eu la chance, en tant qu'animateur, de voir évoluer ce domaine-là, mais en plus de le vivre au quotidien, de me sentir moi-même muté, si je puis dire. J'ai démarré sur des approches qui étaient très outils et techniques. J'ai découvert petit à petit qu'on parlait beaucoup plus d'usage, c'est-à-dire au-delà du maniement du navigateur ou du tableur, ou que sais-je, il y avait la question de l'usage. Et puis très vite, j'ai vu que, enfin très vite, non, très lentement, j'ai découvert que notre métier était politique, dans le sens gestion de la cité, gestion du territoire. Le numérique est transversal, profondément, il révolutionne beaucoup de choses. Et le métier d'aujourd'hui de médiateur numérique ou animateur multimédia, qu'importe le nom qu'on donne d'ailleurs, évidemment est très éloigné de ce qu'on a connu il y a 10 ans. Quand on doit commencer à parler de ce que le numérique a révolutionné ou amplifié à travers la mutation de la notion de la vie privée, de la notion même de propriété, ça fait partie des droits de l'homme, le droit à la propriété privée. Donc du moment qu'on touche à sa définition, ça va loin dans les conséquences par exemple. Les notions d'échange aussi, l'échange marchand mais l'échange non marchand aussi, qui est révolutionné par le fait que le numérique n'a quasiment pas de coût en copie. Quand on commence à travailler aussi sur l'information, ce qu'on entend par l'information et l'accès à l'information, qui est là aussi révolutionné par le numérique, et non, ça nous change assez profondément.
Et ça change notre rapport à ce métier, notre rapport aux gens. D'où l'importance qui a été soulignée ce matin d'ailleurs de la formation et de la reconnaissance de ces animateurs qui sont en pleine mutation. Et cette mutation, pour le coup, ça va me permettre de passer le micro à Yoann Durieux qui est à côté de moi. Cette mutation, elle se traduit à travers nos métiers, les personnes, l'orage aussi, qui annonce qu'on va dire un truc important là. Et elle s'annonce aussi à travers de nouvelles approches qui vont bien au-delà de la question du numérique d'ailleurs, mais qui sont des questions de mode de vie durable. Et qui se traduisent notamment par cette approche sous forme de processus, et je vais laisser Yoann développer, des tiers-lieux. Voilà. Mais lui en parlera bien mieux que moi. Si j'ai bien démarré, j'ai bien présenté. Bonne transition. Bonjour Yoann Durieux. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler plus précisément de ces tiers-lieux qu'on entend de plus en plus ? Déjà, en fait, avant de parler forcément du tiers-lieu, on en a entendu parler ce matin, donc c'est encore mieux que d'en parler. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a encore 2 ans en arrière, lorsqu'on est venu en PACA parler de ce mot-là, c'est comme beaucoup de régions en France, c'était limite bâillonnez-le, qu'est-ce qui nous embête avec ces tiers-lieux, ça faisait révolutionnaire, tiers-espace, etc. Et en fait, on ne voulait pas du tout en parler. C'était la pleine période où le coworking démarrait plein bulbe en France, où les Fab Labs commençaient à lever leur museau. Les EPN étaient en train de revoir un nouveau souffle, finalement, avec la médiation numérique qui s'était passée en Corse. Et donc, tout le monde était en train de partir en leader devant, en disant « Moi, ça y est, j'ai trouvé la solution. Moi, je suis coworking, moi, je suis Fab Lab, moi, je suis EPN, espace de pratique numérique. » Et nous, on a assez vite vu qu'on allait partir dans un mur. Waouh Il y a l'illustration sonore. On a bien vu qu'on allait partir dans un mur et que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, notre communautarisme nous tuerait. Et c'est là qu'on a compris qu'est-ce qu'il pouvait y avoir au-dessus de toutes ces dynamiques-là, et ça s'appelle les tiers-lieux. Alors moi, ce que je retiens surtout, c'est que 18 mois plus tard, j'entends dans un hôtel de région, et qui n'est pas des moindres, celui de PACA, ce matin j'ai entendu tiers-lieux, j'ai entendu Living Lab, Open Source, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, bref, c'est surtout sur quoi on travaille avec Movilab. Donc voilà, moi je suis venu, puisque depuis 1 an, on accompagne la région PACA sur la partie évolution d'Eric en tiers-lieu. Donc il y a eu Jean-Paul Coste, la boîte à Marseille et puis Montsartou, la médiathèque. Notre travail est en ligne, il est partagé, tout le monde y a accès. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est que j'ai entendu tous les mots qui étaient, il y a encore 2 ans, interdits de prononcer dans une collectivité. Donc maintenant, de là à dire que tout ça, ça marche bien ensemble, je pense qu'on le verra cet après-midi avec les ateliers. Mais pour l'instant, je suis assez content, même si c'est tout brouillon. Tout le monde utilise maintenant les bons mots et on est en train de s'éloigner un petit peu du communautarisme qui me faisait peur, donc pourquoi pas. Oui, la définition précise du tiers-lieu. En quoi c'est différent ? En quoi pour les... Alors en fait, la définition, on a un petit souci, c'est qu'en fait, on nous demande de créer une définition pour chaque acteur. Donc on travaille avec les plus grandes universités en France, on travaille avec les écoles des mines, on travaille avec les écoles de commerce. Même eux veulent qu'on ait une définition par type d'école. On travaille avec les plus grosses régions françaises, la Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, PACA, Rhône-Alpes, tout ça. Pareil, on nous demande à chaque fois une définition. On intervient auprès des industriels, des entrepreneurs, on nous demande une définition. Donc je vais dire la définition qui a été retenue, je crois, en PACA, espace polymorphe modulaire. Donc on a beaucoup rigolé, mais effectivement ça s'apparente à ça. C'est-à-dire qu'en fait c'est ni plus ni moins qu'un lieu hybride où la partie créativité, rencontre et partage est prédominante. Voilà. C'est en fait ça, c'est ce qui va se passer à l'instant I, qui va faire que ça va définir ce tiers-lieu en particulier. Ça peut être un hall de gare si effectivement il est bien animé, ça peut être le bistrot de l'époque s'il est bien animé. Enfin voilà, c'est simplement pour de bon, le numérique est partout et vous le prouvez. Il n'y a pas il n'y a pas longtemps, on m'a de sorti une définition. C'est mon ami Antoine Buret avec qui on a coécrit la revue Multitude que j'invite à lire si vous avez des questions sur les tiers-lieux. Donc la revue numéro 52 et il y a un journaliste qui nous a interviewé au mixeur la semaine dernière à Saint-Étienne. Et c'est quoi là votre tiers-lieu ? Qu'est-ce que c'est que ce mixeur ? Et en fait, il a dit c'est finalement les réseaux sociaux. Tu en as parlé tout à l'heure. C'est Facebook dans la vraie vie. Moi, ça me semble assez une bonne définition. C'est comment je trouve toute cette agilité du web. Ce fait qu'il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'élèves, c'est une espèce de grande école mutuelle, mais dans la vraie vie, en bas de chez moi. Donc un tiers-lieu, ça doit être ça. Moi, j'ai emmené des petites plaquettes s'il y en a que ça intéresse. Donc aujourd'hui, on s'est transformé des espaces publics numériques en tiers-lieu. On s'est transformé des pépinières d'entreprises en tiers-lieu. On s'est transformé des copropriétés en tiers-lieu. Tout ça, on l'a fait, c'est pas un rêve. On l'a fait, c'est documenté. Maintenant, il suffit juste de se l'accaparer, de le faire soi-même. Mais pour l'instant, c'est bien parti dans cette journée. C'est tout ce que révèle la culture du numérique, en quoi elle est spéciale. C'est justement, comme vous disiez, la façon qu'elle a de changer les gens, comment ils se
la communication en général. Et l'envie, comment j'en ai elle parlé tout à fait l'heure, le lien l'envie. social, comment elle est fédératrice aussi. C'est important cet aspect-là, je pense. Une autre façon qu'on a eu de présenter les tiers-lieux, effectivement, comme dit Johan, en fonction de l'interlocuteur, on va donner une définition ou une présentation un petit peu différente. Moi, j'aime bien le terme d'espace de rencontre improbable. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir des hackers ou des bricoleurs un peu fous dans le Fab Lab, et puis à côté, il y a trois papis et deux mamies qui vont faire du Skype avec les petits-enfants à l'autre bout du monde. Puis à côté, le demandeur d'emploi qui fait son CV, et puis à côté, deux coworkers qui bossent. Voilà, c'est des gens qui n'auraient aucune probabilité de se rencontrer, théoriquement. Parce qu'on est sur des fonctionnements cloisonnés et c'est chacun son box, chacun son coin. Quand je dis chacun son box, voilà, quand on a eu les télécentres qui sont apparus, c'était pour le coup vraiment chacun son box. Et là, sur le tiers-lieu, on est sur quelque chose de beaucoup plus circulaire, beaucoup plus vivant, où les gens se rencontrent. Le numérique étant un peu le tronc commun de tout ça, mais aussi, et c'est une chose qu'il faut vraiment pointer et qui est vitale pour ces tiers-lieux, je pense, c'est la logique d'animation. C'est-à-dire comment tout ça anima, au sens, comment on met une âme à tout ça. Comment quelqu'un ou plusieurs personnes animent tout ça. Comment ils favorisent la rencontre. Comment ils disent, tiens, toi tu bosses là-dessus, mais tu sais que lui bosse aussi là-dessus, etc. Voilà. Tiens, tu as besoin d'habitants pour tester ta nouvelle plateforme, plateforme d'expression citoyenne. Bah, tiens, hop, les habitants, ils sont là. Tiens, je te les présente, etc. Comment c'est animé. Voilà. Johan emploie le terme de concierge, qui me convient plutôt bien. Donc, on va appeler ça animateur de lieu, peu importe le terme. Mais on a besoin d'avoir une animation. Voilà. Et ce que je vois aussi apparaître, mais il va falloir qu'on explore un peu plus le concept, je vois apparaître ce qu'on appelle des tiers-lieux territoriaux. Autant de tiers-lieux, on voit le lieu, c'est-à-dire dans notre représentation, on voit le lieu, un espace, 4 murs, une porte, on imagine un lieu. Autant sur les tiers-lieux territoriaux, c'est-à-dire comment on a une dynamique de tiers-lieux, mais à l'échelle d'un territoire. Pas forcément vaste, hein, à l'échelle d'un quartier par exemple, où il y en a un qui va faire un bout de PN, un bout de coworking, etc. Par exemple sur Nice, comment un Eric et un espace de coworking peuvent travailler ensemble alors qu'ils ont 3-4 quartiers qui les séparent. Donc comment on est dans des dynamiques de tiers-lieux sans être pour autant cristallisé dans un lieu bien précis. C'est quelque chose qui nous reste encore à explorer. J'ajouterais aussi un élément important sur ces tiers-lieux. À une époque où on met un peu de l'innovation à tout bout de champ et où souvent ça signifie du changement dans la continuité, il est important de dire que le tiers-lieu, c'est pas un gadget, c'est pas une mode, c'est pas une façon un peu fun de travailler certaines choses. C'est face à des modèles économiques comme politiques qui s'effritent, qui s'essoufflent, qui voient un petit peu leurs limites, on pense que les tiers-lieux, enfin je pense, mais je pense que c'est partagé autour de cette table, que les tiers-lieux, c'est les processus, et c'est important de dire que ça n'a rien de figé, c'est les processus qui peuvent permettre de travailler des modes de vie durables. Donc c'est-à-dire c'est pas du développement durable, c'est pas de l'économie uniquement, ça travaille aussi les modèles politiques, et ça les travaille réellement de façon durable, c'est-à-dire déjà en arrêtant de poser des objectifs et en faisant des rétro-plannings. Un tiers-lieu, c'est un bouillon de culture. Stéphane l'a très bien dit, rencontre improbable, on ne sait pas ce qui va en sortir, et c'est tout l'intérêt. Et c'est ce qui peut nous permettre de trouver des solutions réelles à un système qui, dans son ensemble, va droit dans le mur. C'est plutôt une bonne définition, oui. C'est dommage, il n'y a pas eu l'orage quand je l'ai dit, parce que ça aurait fait plus... En jingle de fin. Mais c'est vrai que je trouve ça très intéressant, le bénéfice qu'on ressent. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Moi, en travaillant à Odozone TV, c'est vrai que de travailler, par exemple, avec des centres sociaux, on a des bénévoles de tout horizon. Et c'est vrai que les outils qu'on utilise et dont on est professionnel ont un fort pouvoir de... C'est très impressionnant le numérique, autant utiliser un réseau social que de filmer par exemple un open plateau, comme c'est le cas pour nos bénévoles d'Urban Prod aujourd'hui. Quand on sent chez nos publics qui sont capables de le faire, il y a quelque chose qui se passe et qui est... qu'est-ce que vous pensez Moi, je me sens... Je me dis j'ai été utile aujourd'hui parce que j'ai ressenti ça chez les gens qui sont passés, qui ont utilisé, qui ont trouvé un usage, une utilité. Comment vous le ressentez dans votre métier? Je suis obligé de le placer. Forcément, je pense à l'alerte donnée par Michel Serres en disant attention, nous sommes dans une époque de présomption d'incompétence. On suppose toujours que les autres ne sauront pas faire jusqu'à preuve du contraire ou seraient mauvais jusqu'à preuve du contraire. Les médias citoyens, par exemple, c'est l'exemple tout à fait inverse. La présomption de compétence, on considère qu'au contraire, c'est les citoyens qui vont savoir et que nous, on est là pour soutenir.
Et qu'on peut se mettre aussi, j'aime bien par exemple le fait que vous, qui êtes en train de nous interviewer, vous donniez votre opinion. Voilà, typiquement, ça, c'est quelque chose, c'est un changement pour moi profond. Le journaliste, il n'est pas perché quelque part à regarder les citoyens comme des rats de laboratoire, déjà. C'est lui-même un citoyen, il a son avis à donner, et je trouve ça formidable que ça se passe comme ça. Voilà, c'était ma petite séance Michel Serres, et maintenant, je passe le micro à Johan. À une nouvelle petite poussette. Non, mais en fait, moi, je voulais juste dire que voilà, faut pas se prendre la tête. Vous êtes en train de le faire, le tiers-lieu. Un Media Labs fait partie d'un tiers-lieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien le même hall de la région Rhône-Alpes que 365 jours de l'année. C'est juste comment on l'a habité, pourquoi vous êtes mis là et pas en face, pourquoi on a mis ces fauteuils et pas des bidons ou autre chose. Enfin, bref, c'est ça qui est intéressant, c'est comment on fait vivre et tout peut devenir tiers-lieu. On sera bientôt au Roomix, donc à Lille, qui fait aussi sa grosse rencontre des tiers-lieux. Il y avait eu Pau avant l'été avec le grand ramdam des tiers-lieux, donc je salue les copains de là-bas. Et on va tous se retrouver au Roomix et on va transformer la gare Saint-Sauveur en tiers-lieu. Pourtant, la gare, elle est là, il n'y aura pas de BTP, il ne va pas y avoir des grandes tours comme on a en ce moment sur le stade Vélodrome. Non, le tiers-lieu, on va l'habiter, on va le faire. Et là, ce que vous faites aux deux zones, vous êtes de toute façon dans l'ADN des tiers-lieux. Et aujourd'hui, ce n'est pas juste une télé, c'est un processus participatif, quoi, point barre. Et donc, les tiers-lieux, faites-les vous-même, quoi. Je pense que c'est plutôt vers ça qu'il faut aller. Et puis qu'il faut qu'on suive maintenant les ateliers de cet après-midi avec impatience. Do it yourself together. Voilà, together. On parle beaucoup de processus parce qu'en fait c'est ça qu'on est censé insuffler dans nos métiers, c'est mettre en place des processus de réflexion, de travail ensemble, tout ça. Vers quoi vous aimeriez que ça évolue? Quel changement, quel vœu pour l'avenir, quoi? Comment vous pensez voir les choses évoluer, ou peut-être que parce que vous êtes plutôt à la page. Je vais me mouiller. Ouais. C'est le cas de le dire avec la pluie qui tombe. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on passe de croyants à pratiquants. C'est-à-dire qu'on arrête de croire en les tiers-lieux et qu'on les pratique vraiment. Qu'on arrête de se dire oui, effectivement, mon modèle de PN, je sens bien que ça va pas, etc. Je vais faire du tiers-lieu parce que c'est mieux. Je vais faire du Fab Lab, je vais faire du coworking, je vais sortir tous les mots, faire des papy camps, des EPN camps, etc. Ouais, ben vas-y, fais-le maintenant. Fais-le, voilà, pratique-le. Et si tu ne sais pas le faire, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre va venir et va te filer un coup de main. Parce que le pire, c'est que si tu ne sais pas le faire et si tu n'appelles pas quelqu'un pour t'aider, si tu t'appuies pas sur tes communautés, tes partenaires, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Et là, pour le coup, tu vas te ringardiser. Et après, tu vas te regarder, tu vas dire, mais comment ça se fait, je suis tout seul. Vous espérez vraiment que les Eric travaillent ensemble comme ils le prônent dans leur... Mais ils y commencent. Arsenic est une des formes d'organisation de ces lieux quand même. Rendons à César ce qui est à César. Le programme accompagnement des Eric vers des tiers-lieux en est aussi un des exemples. Voilà. Donc on a quand même une série d'exemples. Si on est tous là, s'il y a près de 300 personnes ici au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est aussi que les gens ont envie de travailler ensemble. Il y a Ils la sont pas là volonté, il faut juste agir sur une maintenant. opportunité financière, ils sont là aussi sur une envie. Ce que pointait Johan ce matin, c'est les gens ont envie aussi d'être ensemble, ont envie de faire ensemble. Mais il faut vraiment aller loin. Voilà, il faut passer le cap, il faut faire une espèce de passage à l'échelle. Vas-y, pratique-le, quoi. Moi, de je vais la parole rajouter aux actes. juste une petite chose, parce que je pense qu'on a fait bien tourner le temps. Maintenant, c'est pas l'apocalypse, hein, ce que je vais dire, c'est tout simplement politique. Je crois que ce matin, on l'a dit, c'est politique ce qu'on fait, il s'agit de la gestion de la cité. Donc comme je le fais depuis 2 ans, oublions pas quand même actuellement, non seulement la dette existe, mais elle s'est amplifiée, 1325 chômeurs par jour dans notre pays, 30 000 € de dette par habitant. On voit tous les secteurs industriels qui sont en train de relicencier. On voit également Air France, on voit plein de choses. Donc il ne s'agit pas d'apocalypse, il s'agit d'éviter les 3 guerres qu'on a chaque siècle, quoi. Donc ça, c'est la petite minute aussi où ce qu'on fait, c'est quand même très sérieux. C'est comment on va apprendre en bas de chez les gens à ne plus vivre avec 4 bagnoles par foyer, mais une bagnole pour le quartier. Comment on aura des sacs à dos mutualisés, comment on aura une boîte à données, ce qu'on appelle une give box, plutôt que Le Bon Coin ou eBay qui vend. Donc il est hyper important que ces tiers-lieux soient aussi les écoles mutuelles du mieux vivre ensemble. Ça a été dit ce matin, les modes de vie durable. Donc voilà ce qu'on essaye de faire aussi avec ces tiers-lieux. Et vous voyez, nous on a le sourire, on n'est pas en train de s'enterrer. On pense qu'on peut éviter ces 3 bonnes vieilles guerres, parce que sinon il ne faut pas se prendre la tête, hein. Une bonne guerre, on va refaire du bâtiment, on est reparti pour 30 ans. Je crois que si aujourd'hui on est tous en train de réfléchir, c'est justement pour ne pas passer par ce genre de fait historique. Et les tiers-lieux, si on les kiffe vraiment, ça veut dire si on en a vraiment envie, ça devient à ce moment-là une usine d'intelligence collective. Et là, on peut faire des tas de choses. Mais le tiers-lieu en lui-même n'est rien.
Si j'enlève votre joie d'animer ce plateau, je peux mettre toutes les caméras que je veux, je peux mettre toutes les personnes que je veux, ça ne sera pas un tiers-lieu. C'est comment on l'habite, comment on le fait. Mais il y a vraiment quelque chose d'important derrière, c'est vivons ensemble sur une planète. Donc faisons des modes de vie durables. Oui, et au final, le numérique est juste est un moyen de plus juste pour montrer et mettre en... C'est très attractif le numérique, donc ça nous permet aussi de dire aux gens, vous êtes possible, ouais, voilà. C'est possible, mais c'est possible aussi en dehors du numérique, dans la vie de tous les jours. Bon, bah merci beaucoup, messieurs, pour cette conversation. On se retrouve très vite sur O2Zone TV pour le plateau numéro 2. À tout de suite.